Et lors de ce copil, je dis ça, je dis bah écoutez là, c'est bon. En fait, on a bouffé notre antilope, on est repu, on n'a pas besoin de plus quoi. On a atteint la satiété. Et je me souviens de deux, une directrice et un directeur d'agence qui ont eu les larmes aux yeux de m'entendre dire ça. Toutes les actions menées dans l'entreprise, si elles ont tendance à rendre le monde plus beau, de nos agents, de nos clients, de la planète, c'est OK. Et tu peux entreprendre toutes les actions et mettre les moyens en conséquence. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Commercial en vidéo, ils ont fait des posts LinkedIn pour présenter leur agence. Enfin, tu vois, ils sont mis un peu en danger, sans audace. Ils sont allés sur des marchés, notamment l'agroalimentaire où on est assez peu, et ils se sont mis à développer ou à approcher des prospects comme ça. Enfin, voilà, tu vois. Et ça les a poussés dans le retranchement un petit peu de se dire, ah mince, on n'incarne pas cette valeur, mettons-nous en mouvement. Donc là, la semaine prochaine, je vais de nouveau avoir ce baromètre qui va recréer du changement parce que peut-être que dans une équipe, l'esprit d'équipe va être retombé, et c'est déjà arrivé. Et on a des équipes qui du coup organisent des déjeuners faits maison toutes les semaines, tournants. Enfin, bref, tu vois, il y a plein d'idées pour animer les trucs, mais toujours, et c'est cette raison d'agir que j'aime bien, on est dans l'action et pas juste la posture. Et justement, c'est intéressant que tu parles de ce côté, tu le mesures par BU, par agence, etc. Tu l'as dit, vous êtes implanté un peu partout en France, dans un cadre où tu as forcément du coup beaucoup de liberté, ça transparaît dans tout ce qu'on a dit jusque-là. Comment tu fais, alors vous avez écrit le cadre, vous avez écrit les comportements, comment tu fais pour que dans l'application et dans l'ancrage de cette culture-là, ça reste cohérent, pour pas dire homogène, à travers ton groupe en fait, que ça peut aller vite, que chacun interprète des mots avec des sens différents. C'est pour ça que je fais ce taf de formalisation là. Mais voilà, est-ce que tu as quelque chose de central qui l'anime? Est-ce que c'est ton rôle? Comment ça marche? Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire j'assume une grande hétérogénéité de l'animation de ce sujet et je pousse la porte de deux agences, il y a rien de pareil. Les réunions sont pas aux mêmes heures, pas au même jour, l'ordre du jour s'il y en a un et pas qu'elle est pareille. Et donc le comment en fait m'importe peu. Tu vois, quand les gens sont dans le pourquoi, raison d'agir et les valeurs, c'est OK. Et à la dernière convention qu'on a eue tous ensemble, les 200 là, j'avais eu ces mots de dire mais en fait, on a une telle unité sur les valeurs et la raison d'agir on tirerait au sort les postes de chacun, où chacun, le commercial de Montpellier part à Lille et celui de Toulouse part à Nantes. Enfin bref, on fait une espèce de gros tirage au sort. Je suis sûr que l'entreprise fonctionnerait parfaitement. Parce que le comment, finalement, c'est assez accessoire et on est très adaptable au comment. Les valeurs, voilà, c'est déjà plus difficile de se transformer si on n'incarne pas telle ou telle valeur. Et donc, le socle commun, il est là. Et donc, il n'y a pas vraiment d'animation d'homogénéité sur le comment, mais sur le pourquoi, tu vois, le contrat de travail, ce baromètre. Dans les entretiens pro, on pose une question aussi de dire, voilà, quelle est la valeur que tu incarnes le plus? L'audace. Pourquoi? Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et quelle est celle que tu souhaiterais développer? C'est pas la bonne humeur parce que je viens pas souvent au pot le soir quand il y a un anniversaire. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, tu vois. Et donc on challenge aussi les gens à progresser là-dessus. Mais arriver de questionner aussi, c'est une notion intéressante, une subtilité intéressante sur, par exemple, la confiance ou le droit à l'erreur. C'est de dire, on peut avoir une lecture sur soi, c'est-à-dire j'ai une grande confiance en les autres, mais je me fais pas confiance à moi. Tu vois, c'est deux lectures différentes. On peut sentir une excellente bonne humeur dans l'équipe, mais soi-même pas être de bonne humeur. On peut accorder le droit à l'erreur aux autres et pas s'accorder à soi-même. Tu vois, donc tu as aussi une lecture qui peut être un peu différente selon si on regarde cette valeur pour soi ou pour l'environnement qui nous entoure. Donc ouais, on le mesure, on en parle. Tu vois, moi sur mon profil LinkedIn, c'est ça qui est affiché. Enfin, c'est pas juste un truc un peu bullshit sur un site web pour donner l'impression que c'est hyper central, parce que c'est le cadre.
Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est aussi devenu un outil de développement et personnel et collectif. Ouais, ouais, il y a un peu de ça. Après, mon influence sur la vie personnelle de mes collaborateurs, je la souhaite la moins intrusive possible. Néanmoins, aujourd'hui, avec les nouvelles formes de travail, le lien il est évident. C'est-à-dire que si on part, enfin, les valeurs personnelles qu'on peut avoir, elles doivent être partagées aussi avec l'environnement professionnel. Donc, on m'a déjà fait ce retour. Je suis pas en recherche de ça, mais on m'a déjà fait ce retour de dire, Edouard, tout ce qu'on a mis en place dans l'entreprise, moi, ça a transformé la manière d'éduquer mes enfants, ça a transformé la manière de parler avec mon conjoint, ça a transformé, voilà. Bon, humblement, je vais pas chercher ces leviers-là, mais si c'est une conséquence ou une externalité positive, tant mieux, tant mieux. Ouais, effectivement, je pensais pas que ça allait jusque-là quand je parlais de développement perso. C'était au sens, tu t'interroges sur toi, tu le disais, au niveau sur la confiance en soi, et cette volonté de progresser sur certaines dimensions qui forcément te fait te développer personnellement et donc professionnellement. Mais c'est intéressant que ça aille jusque-là. Et un autre point dont on a parlé, c'est la notion de choix. Donc, tu vois, justement, ils peuvent s'approprier ça. Et je voulais revenir avec toi sur un sujet qu'on a évoqué un peu en filigrane. T'as parlé d'argent, t'as parlé de salaire, etc., de transparence. Donc, j'imagine que les salaires sont transparents comme tout le reste. Mais toi, tu vas encore un step plus loin dans cette liberté de choisir très, très Montessori. Et ce qui, soit dit en passant, va pas encore t'aider à faire un business plan très, très facilement. Mais de ce que je comprends, tu expérimentes autour de la fixation plus ou moins autonome du salaire. T'as pour ambition que chacun puisse, chez Clinitex, choisir son salaire. Une fois qu'on a dit ça, comment ça marche et où est-ce que tu en es de ce process-là? Écoute, c'est un bon teasing pour comment dire la fin et l'aboutissement que je viens de mettre en place, qui est effectivement l'autodétermination des salaires par les 200 collaborateurs. Mais pour comprendre le cheminement, il faut revenir un peu en arrière. Effectivement, ça a démarré par la transparence des salaires, où un soir, mon père était encore en activité et je vais le voir. On était un petit peu, je sais pas si tu vois le film Jeux d'enfants là avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, Ouais, tout à où il y fait. a une espèce d'escalade de celui qui fera le défi un peu le plus haut et puis voilà, leur romance tourne autour de ça. Et avec mon père, on a été un peu dans ce cas-là, tu vois, c'est-à-dire à celui qui fera le truc managérial un peu le plus fou. Et donc, on était dans une gentille compète rigolote, on s'est bien amusé. Et j'ai à ce moment-là publié les salaires et je suis allé le voir en disant papa, je viens de publier tous les salaires nominatifs sur l'intranet de l'entreprise. Donc il glousse un peu un vendredi soir. Et si c'était à refaire, je le ferais pas un vendredi soir parce que tu passes un mauvais week-end quand même en te disant bon, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je vais avoir des palettes qui brûlent ou je vais pas mettre une chemise à laquelle je tiens trop lundi matin, on sait jamais. Bref, et pour les 200 là je parle. Et donc le lundi matin, on a quelques réactions un petit peu virulentes, deux trois personnes qui viennent nous voir 8 heures, qui faisaient le pied de grue devant la porte et de dire ouais il y a une injustice malgré notre rigueur sur la fixation des salaires et l'harmonisation. Deux personnes qui se sentent un petit peu flouées et qui nous demandent une revalorisation. On regarde effectivement malgré notre rigueur un petit loupé sur ces deux personnes et on valorise de 100 ou 150 euros brut mensuels. Toi, on n'était pas non plus sur des trucs de fou. Hop, sujet terminé. Deuxième réaction, on peut revaloriser tout un métier qui était sous-valorisé chez nous. Donc hyper intéressant, tu vois. On réaligne la contribution avec le salaire. Contribution, c'est par à l'entreprise et pas les grilles historiques ou ceux qui crient le plus fort pour avoir plus. Je caricature un peu, mais parfois c'est Ouais, comme bien ça. sûr. Et dernière action, seulement, tu vois, c'est-à-dire que le fantasme sur les hauts salaires, qui est parfois disproportionné quand on écoute le top 40 ou les footballeurs, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, on en est très loin dans nos entreprises de TI ou PME. Et voilà. Deuxième étape, on rachète une boîte en 2015 dans notre région historique Hauts-de-France, et je suis en charge de piloter le rapprochement. On rachète début décembre. Et puis courant du mois, ils viennent me voir en disant bon Edouard, au fait, qu'est-ce qu'on va avoir pour notre prime annuelle de fin d'année? Tu vois, c'est une pratique, on n'est pas chez Clinitex. Je dis attendez, pas au courant. Je regarde dans le contrat de travail, rien. Je dis attendez, c'est quoi cette prime? Si, depuis toujours, on avait une prime. Donc j'appelle l'ancien gérant qui venait de nous vendre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux m'aider là-dessus?
et il me dit bah non Edouard, là j'ai vendu, j'ai envie de couper, débrouille-toi. Débrouille-toi, ok. Merci, voilà. Super. Et donc je retourne voir les collaborateurs. Donc là les administratifs, ils étaient une quinzaine. Et puis je leur dis écoutez, je suis un peu embêté parce que votre prime de fin d'année, si elle est censée récompenser l'année, elle a aucun critère d'attribution objectif, voilà, contractuel ou écrit. Et bah moi j'étais pas là cette année. Donc comment je peux deviner qui a fait quelle année? Et là je dis bah écoutez, on va faire du Cleantex, on va vous embarquer un petit peu sur nos méthodes un petit peu folles. Je vais publier ce que chacun a eu depuis 5 ans. Voilà, nominativement. Et ça allait de 250 € à 2500 €. Tu vois. Et c'était la prime à la tête du client, quoi. Tu vois, c'était le fait du prince de l'ancien patron. Tu m'as bien servi le café, bah t'as un peu plus. Et donc tu vois, il y avait tous les biais d'une prime sans critères, qui est le faillotage, les jeux politiques, Ouais, bien sûr. celui qui parle le plus fort. Et ça, Jonathan pourra en parler. Il connaît bien ce sujet aussi sur les salaires. Et donc c'est 15, je leur dis, vous allez vous-même choisir le montant de votre prime. Ils me disent, ah bon, ok, je dis ouais, et puis c'est pas une négo, hein. Si tu demandes 1000, c'est t'as 1000. Voilà, direct. On se voit physiquement, tu me dis combien tu veux, et c'est pas tu demandes 1000 pour avoir 500, quoi. Tu vois, il y a pas une transaction, une négo entre eux. Et puis je republierai ce que chacun a eu et demandé juste après. Voilà. Voilà les règles du jeu. Moment hyper dur. Donc les gens, bah tu sais, cette année j'ai fait ci, ça. Tu me dis ce que tu veux. Là, j'étais pas là pour le vérifier ou pour le voir. Donc on te fait confiance, c'est tout. Tu me dis ça, ok, mais bon, combien? Et puis chacun met sur un bout de papier. Et puis au final, j'ai des primes qui sont versées à tout le monde, des gens qui se mettent moins que l'année précédente. Une enveloppe qui est à peu près cohérente à ce que j'avais imaginé, même si j'avais pas de notion d'enveloppe. Et j'ai une personne qui se met 3500 € À l'aise. à l'aise. 6 semaines après, elle était plus dans l'entreprise. Voilà. La meute de Lyon, là, tu vois, si on reprend le thème Mmh. annuel, avait rejeté le lion solitaire qui avait pas été dans le cadre. Et donc ça m'a pas appartenu. Ça s'est fait assez naturellement et on n'a pas eu besoin de brutalité. Mais tu vois, il y a un chèque en blanc d'Edouard, j'en profite. C'était pas justifié, pas mérité par rapport à son année, que moi j'avais pas vu, mais que ses collègues avaient vu. Et son maintien dans l'entreprise n'est plus possible. Elle avait trahi en fait la confiance dès le début de la collaboration avec l'entreprise. Donc, tu veux, ça génère des mécanismes un petit peu comme dans une cellule vivante où tu as un virus qui va rentrer, tu as les globules blancs qui vont se mettre autour et qui vont sortir Ouais, l'agent ce pathogène. Hein. système immunitaire complètement, ouais. Et, Exactement. mmh. Et Et juste sur ce cas, comment tu as géré, c'est peut-être très, très concret, tu vois, mais comment tu as géré le fait, oui, en fait, ceux de la boîte qu'on a racheté, eux, ils se versent une prime à eux-mêmes, puis nous, on est là, on est chez Cleantex depuis, entre guillemets, toujours, quoi, et nous, on n'a pas de prime, du coup, enfin, comment tu gères le concept la rupture d'égalité avec des gros guillemets que ça peut engendrer? Ouais, alors en fait, ils avaient ce système de primes, mais avec des salaires de base plus faibles. Donc si tu veux, là pour l'année 1, le temps de se voir, il y a eu cette prime d'accordée, puis après on les a harmonisés dans nos systèmes de REM et cette prime a disparu. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, on a pu lisser, c'est une forme de 13e mois qu'on a pu lisser sur l'année. Et donc moi un petit peu les chevilles qui enflent, là, de me dire transparence top, cette autoprime top, allez je pousse le curseur plus loin. Cette année chacun peut choisir son salaire, voilà. Et je pose assez peu de garde-fous et je dis allons-y, c'est open. Seule condition, bah, vous regardez un peu le marché et puis vous en parlez avec un ou deux collègues, quoi, histoire que voilà, vous ayez quand même vous challengez un petit peu votre idée. Et puis là, la cata, les demandes m'arrivent et j'ai des trucs qui sont un magasinier qui se rajoute 1000 € mensuels, ma RH de l'époque qui double son salaire, enfin des trucs. Et je me dis mais là je vais dans le mur. J'ai beau avoir pas de business plan, j'ai quand même une calculatrice et je me dis que là on va dans le mur et je suis pas dans mon rôle de gestionnaire de l'entreprise. Donc j'arrête tout. Et je voulais pas être non plus dans le jugement. Toi c'est pas juste, mais lui c'est juste. Enfin c'était tout le monde ou personne. Ouais. Donc je m'accorde le droit à l'erreur, qui est aussi un des principes de management chez nous, en disant écoutez, mea culpa, j'ai tenté, j'ai joué, j'ai perdu, et dont acte, on apprend de ce sujet, et puis voilà. Et puis les sujets restent là, mais ça reste quand même gravé dans petit coin de ma tête. Et cette année, on a refait la même expérimentation avec l'ensemble des collaborateurs administratifs, les 200, de dire vous pouvez choisir vous-même votre salaire. Mais là,
j'ai les garde-fous qui ont fait que ça a marché. Et qu'est-ce qui a changé? Déjà, j'ai demandé ce qu'il y ait une demande écrite et justifiée. Donc, j'ai créé une grille de salaire qui s'appelle la grille des sacs à dos. Parce que chez Clinitex, le salaire est fonction des responsabilités qu'on occupe. Il y a des boîtes, le salaire, il va être lié à la performance. Voilà, j'ai fait une super année, il faut m'augmenter. Ça s'entend. Et j'ai pas de jugement, c'est pas nos critères. Parce que chez moi, ça sous-entendrait que si on fait une année pas bonne, dans ce cas-là, on baisse le salaire. Tu vois. Donc, on a des systèmes de variables là-dessus. Là, on parle du salaire mensuel fixe. Les variables peuvent rémunérer la performance ou pas. Il y a des boîtes ou des institutions qui rémunèrent l'ancienneté. Au plus dur dans une entreprise, au plus mon salaire va monter. Voilà. La fonction publique étant un exemple assez éclairant là-dessus. Chez nous, non. On assume qu'un vieux briscard qui va gagner tel salaire, s'il y a un petit jeune qui arrive et qui prend exactement les mêmes responsabilités, il va être payé pareil. Voilà. L'ancienneté, nous, il y a une prime d'expérience qui est dans notre convention collective qui rémunère ça. Mais il n'y a pas de raison qu'on paye moins quelqu'un qui occupe les mêmes responsabilités. Ce qui, du coup, de fait, gomme toutes les inégalités de sexe, de genre, de tout ce que tu veux, tu vois. Parce qu'on est que sur le sujet de responsabilité. Il y a un autre sujet, je reviens à mon grand-père, une fois de plus, qui était entrepreneur dans le textile et qui est à l'origine des accords capital-travail, qui est l'ancêtre de la participation. C'est lui qui a inspiré le général de Gaulle à l'époque sur ce sujet. Moi, c'est un petit aparté. Mais donc, il était entrepreneur aussi, un peu explorateur, innovateur, managérial. Et il disait, fais semblant de me payer, je ferai semblant de travailler. Ouais, ça a du bon sens, effectivement. Voilà, de bon sens. Et bon, on n'a pas besoin d'être devin pour comprendre le truc, mais c'est de dire, voilà, paye-moi ma juste valeur et ce sera pas un sujet et je serai engagé total. Mais si, tu vois, c'est le mini caillou dans la chaussure sur le salaire. Si j'ai le sentiment d'être un petit peu, même pas beaucoup, sous-payé, l'engagement il sera pas total et le travail sera pas en conséquence. Donc voilà, tu vois, j'ai compilé pas mal de principes et du coup, j'ai demandé à ce que chaque collaborateur fasse une demande écrite de en quoi mon sac à dos a évolué cette année. C'était la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans mon sac à dos? Littéralement. Et donc avec un petit formulaire à remplir. Pourquoi écrite? Pour gommer le côté je suis timide, j'ai du mal à l'oral, voilà, pour X ou Y raison. Et donc là, je peux l'écrire. Je peux le faire relire à mon père, ma mère, ma femme, mon conjoint, un collègue. Je peux mettre dans ChatGPT. J'en ai qui l'ont fait. Bon, ça se voit encore. Le truc est pas Ça encore. se voit, oui, quand même. Voilà. Et donc je justifie de ma demande d'augmentation par les responsabilités que j'ai prises. Et c'est transparent dans la même veine que tout. Ouais. Et ben voilà, un des garde-fous, c'est qu'à la fin du process, enfin c'est dit avant le process, c'est de dire qu'il sera rendu transparent une fois que toutes les décisions seront prises. Donc si un manager dit je gérais 25 chantiers et maintenant j'en gère 40, ok, sac à dos c'est alourdi, il y a pas de souci. Mais que si c'est des salades et qu'en fait il a jamais pris 15 chantiers de plus, globules blancs, système immunitaire, 15 jours après il n'est plus là, tu vois. On revient à ça. Donc ça oblige à une extrême sincérité puisque tu vas être lu de tes collègues. Et donc ça c'est le premier garde-fou. Deuxième garde-fou, je leur dis sur cette grille de salaire, donc les tailles de sac à dos c'était S, M, L, XL, XXL. Et dans chaque taille il y a 5 tailles, S1, S2, S3. T'as compris le truc. Et puis par exemple un collaborateur et puis des paliers qui vont, c'est des paliers de 100 euros, puis des paliers de 150 euros, puis des paliers de 200 euros, enfin bref, mensuel fixe toujours sur le brut, le salaire de base. Et par exemple, j'ai un collaborateur qui va être sac à dos M2, voilà, 2500 euros brut. Je dis ça de mémoire, mais je suis plus très sûr de mon chiffre, mais bref, ça n'a pas d'importance. Et il veut passer M5, 3500 euros brut. Et en fait, la demande, quand elle va être étudiée, je vais expliquer le procès de décision après, c'est soit 3500, soit tu restes à 2500. Tu vois, une fois de plus, on n'est pas dans une négo. Donc, tu peux être joueur, mais au risque de rien avoir du tout. Et donc, en fait, le comité de rémunération, qui était des gens tirés au sort pour chaque demande, donc j'ai eu une demande, un comptable qui demande de passer de 2005 à 3000, et on a tiré au sort 4 personnes autour de lui, un autre comptable qui parle le même langage, le même métier, qui sait exactement ce qui s'est passé dans l'année, un client interne, donc souvent un directeur d'agence, parce que les comptables sont à leur service, un spécialiste des rémunérations qui historiquement faisait partie du comité de rémunération, donc qui a déjà eu à arbitrer des sujets de rémunération, un peu d'expérience,
Et dernier, un collègue de vie. Donc ça peut être un informaticien qui a rien à voir avec la compta ou un responsable formation. Enfin bref, que sais-je, mais un collègue qui ressort. Et ces 4 personnes qui ressortent avaient pour seul rôle d'être le garde-fou d'une demande farfelue. Hmm. Le mec qui était M1 et qui demande XXL4, ce que j'avais eu avec mon magasinier ou ma RH de l'époque, et ben là, les 4, après avoir lu la demande, regardé le marché, regardé les salaires du groupe parce que tout est accessible, fait leur petite tambouille, dire non, mais là, on est dans le farfelu, on valide pas. Et donc, en fait, l'intention, c'était de dire oui à tout le monde parce que toutes les demandes étaient responsables Ouais, et légitimes. c'est clairement important ce côté. Ils sont là pour faire le garde-fou d'une demande farfelue et pas là pour juger et disséquer la performance et la vie du collaborateur, ce qui derrière te donne un pouvoir de démiurge quasiment et Ouais, crée des animosités de délirantes ouf. potentiellement Ah, quoi. mais carrément, carrément. Alors que là, non, ils sont pas jugés partis, ils sont juste là pour juste garde-fou. Et que ce rôle de dire est-ce que j'ai pris des responsabilités, est-ce que je mérite une augmentation, il est individuel en fait. Tu vois, et là on revient en Montessori sur l'autodétermination, l'auto-évaluation. Je dis pas que c'est facile, hein. Et ça a eu un autre effet qui était hyper intéressant. Tu vois, je l'ai découvert après, je l'avais même pas anticipé. Les entretiens professionnels, par exemple, un manager en agence le faisait. Alors, chez nous, on le fait avec qui on veut dans l'entreprise. C'est un choix dans le process parce que comment dire à ton chef que ton problème cette année, ça a été ton chef. Tu vois. Bien sûr, ouais. Et donc, pour ouvrir totalement la parole, chacun le fait librement avec qui il veut dans l'entreprise. Et donc, quand ton chef est légitime, donc ton directeur d'agence, par exemple, si tu es manager, bah, tu le fais évidemment avec ton chef. Par contre, quand le chef est pas légitime, bah, toute l'équipe choisit quelqu'un d'autre et ça envoie un signal assez fort aussi. On s'est déjà séparé de collaborateurs en responsabilité managériale parce que leurs équipes les suivaient plus du tout. Donc, ça oblige le chef à être très dans la contribution vis-à-vis de son équipe et pas dans l'autorité. Sinon, il est plus légitime, il est plus choisi, et puis ça se voit. Donc, tu vois, encore un garde-fou dans le process RH. Et donc, qu'est-ce que ça a changé cette année? C'est-à-dire qu'avant, les directeurs d'agence étaient jugés partis sur les rémunérations de leurs collaborateurs. De dire, bah tiens, on avait quand même un process de collaboratif avec le COPIL, là, les 18 directeurs d'agence, où on décidait tous ensemble. Mais et puis la transparence qui oblige à une grande rigueur. Mais quand même, le directeur d'agence disait, bah tiens, Pierre, Paul ou Jacques mérite ceci, donc moi je vais défendre telle position. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Enfin bref, il y a une discussion. Et là, leur rôle a totalement changé. C'est dans le formulaire d'auto-évaluation des entretiens pro, le collaborateur, c'était je pense présenter je pense présenter une demande de rémunération. Oui, non. Et la question à poser du coup en entretien pro à son directeur d'agence, c'était qu'est-ce que t'en penses? Je pense demander 2 échelons. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, le rôle du directeur d'agence, il est complètement différent. Il n'est pas d'être le rôle d'arbitre, de trancher, de créer de la déception ou de la satisfaction. C'est plus le sachant, tu sais, avec sa petite cacahuète qui soumet le Ouais. petit hamster en te disant oui, tu vas avoir 100 euros. Ou la vieille brute avec sa hache qui dit non, toi cette année rien. Et donc en fait, il change de rôle, il devient coach en rémunération de son collaborateur. Et ça change tout. De dire attends, deux échelons, t'es sûr? Regarde tes sacs à dos, ouais. Bon, compare. Est-ce que tu as pensé à ceci? Est-ce que tu as vu? Il y a une annonce en ligne pour le même poste qui est pas au même. Et donc il peut l'éclairer en fait et il devient coach et ça change tout parce que le collaborateur est plus dans l'animosité de son chef. Le chef devient contributeur et je n'avais pas anticipé ce truc-là. C'est mes directeurs d'agence qui m'ont dit Edouard, ça a tout changé. L'entretien pro, on s'est dit des choses qu'on se disait pas avant parce qu'il y avait plus ce parasite du salaire. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement ça aligne et c'est vrai que j'ai des souvenirs de négo salariales enfin où t'as l'impression que la personne que t'as eu en face de toi toute l'année c'est pas la même qui est dans la salle ce jour-là parce que t'as juste des intérêts qui sont pas alignés. Toi t'es là, enfin le chef d'équipe il est là pour gérer un budget probablement, le collaborateur il est là pour gratter un peu et s'il prend pour lui il prend dans la poche de l'autre en gros. Donc c'est c'est des moments qui sont très très désagréables, donc c'est un corollaire, enfin un effet collatéral pardon qui est hyper intéressant de cette expérimentation là quoi. Ouais, carrément. Et du coup, alors il n'y a pas de système d'enveloppe. Donc tu vois, j'étais sans filet, hein, mais il y a l'audace dans nos valeurs. Donc moi, c'est ma manière, c'est mon comportement sur l'audace. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai un système qui se tient parce que si tu veux, si tout le monde triple son salaire et que personne trouvait ça farfelu, ok, mais ça repousse d'autant le seuil de prospérité. Tu vois, donc c'est-à-dire que on s'est créé, si tu veux, une espèce d'appétit qui nécessite qu'on va devoir chasser 3 gazelles et pas une. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, moi c'était ok qu'on se verse beaucoup plus,
Mais les gars, il va falloir turbiner beaucoup plus pour atteindre notre seuil de prospérité. C'est-à-dire que la confiance, elle va jusqu'à je te donne la capacité de foutre la boîte dans le mur, quoi. Collectivement. Je pense qu'on est jamais déçu par la confiance à ce point-là, tu vois. C'est-à-dire que mais le fait de la donner, sans dire que ça va arriver, c'est une vraie marque de confiance, quoi. C'est pas que tu fais confiance pour faire ton taf, quoi. C'est on est collectivement responsable de notre destin, entre guillemets, quoi. Bah bien sûr, tu vois, le pilote d'un avion, on lui donne tous sa confiance pour nous emmener à bon port. Et le garde-fou, c'est que il est lui-même dans le bateau, quoi. Enfin dans l'appareil. Donc s'il fait une connerie, il est lui-même concerné. Je pense que la confiance qu'on donne, que ce soit sur les sujets salaires ou tous les autres, parce que on n'en a pas parlé, mais les collaborateurs choisissent eux-mêmes leur mission et le contenu de leur mission, choisissent eux-mêmes les indicateurs pour évaluer la pertinence ou la réussite de leur mission. Tout ça fait que ils ont pas envie d'aller dans le mur du bateau dans lequel ils sont, quoi, tu vois. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.